Castille est professeure à l'Université du Québec à Montréal, ici, où elle enseigne les théories de la fiction, les théories de la narrativité et la création littéraire. Elle est également écrivaine. Elle a dirigé 3 recueils collectifs de fiction parus aux éditions L'Instant même, dont le plus récent s'intitule « Le cas, quel domaine judiciaire pour la littérature », publié en 2021. Elle a aussi publié 4 romans, dont les 2 derniers, La valeur de l'inconnu et L'équilibre, sont parus à la Mèche en 2019 et 2021. Membre de Figura, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, elle mène actuellement un projet de recherche-création subventionné par le FRQSC intitulé « La condition policière, exercice de pouvoir et mode de surveillance en littérature narrative ». Elle est responsable de l'espace web création quartierf.org et elle nous présente une communication aujourd'hui qui s'intitule « Climat de contrôle pour la violence de l'impossible insoumission ». Merci. Dans l'appel à communication pour cette journée, Alexis écrit et a redit tout à l'heure que le sentiment hostile est un sentiment qui divise. Gérard Bensoussan pointe la même opération de division dans un article sur l'hospitalité où, à la suite de Derrida, il la rapproche de l'hostilité, car accueillir comme être accueilli, dit-il, expose à de mauvaises intentions. L'hospitalité est soumise à des règles de savoir-vivre qui sont censées conjurer la menace de l'hostilité. Dans cet article, il signale que l'hostilité divise les ennemis potentiels. Dans tout ce que peut représenter le sentiment hostile, c'est l'idée d'une division qui attire mon attention et sur laquelle je me propose de réfléchir, moins avec les outils de la psychanalyse qui ne sont pas les miens, que dans une approche plus narrative. Déjà, la division comme la soustraction en termes mathématiques, on n'est pas dans le narratif, mais presque, sont des opérations de retrait, voire de rejet. Soustraire suggère une perte, diviser réduit l'ensemble en parties. Ces parties, si elles peuvent encore former théoriquement le tout qu'elles composaient, désormais le segmentent. En le composant, elles le décomposent. C'est dire qu'elles instituent en lui une contradiction. Le sentiment hostile pourrait-il être aussi considéré de cette façon-là avec la contradiction? Peut-être pas tout sentiment hostile, je le conçois. Penser systématiquement avec la contradiction serait sans doute une erreur. Je pense notamment à la haine telle que la comprend Caroline Emke dans son « Contre la haine, plaidoyer pour l'impur » où elle dit « On ne peut pas haïr en doutant de la haine. Pour haïr, il faut avoir des certitudes absolues » qui évacue ici l'idée de contradiction. Colnaille, que j'ai lu grâce à Alexis, ne le formule pas de manière aussi expressive dans son livre « Le dégoût », mais alors qu'il tente de déployer les dimensions du dégoût en le distinguant par exemple de la colère, de l'angoisse, de la haine, dit à propos de la haine qu'elle est un sentiment fortement intentionnel, croissant, s'alimentant, là où le dégoût est une réaction authentique. La haine vise immédiatement l'ennemi, le mal, la puissance d'autrui. Peut-être pas tous les sentiments hostiles donc, mais du moins certains qui reposent à mon sens sur une tension entre 2 forces. J'ai de l'intérêt pour ces forces contraires que sont la soumission et la résistance. Je me suis demandé d'abord, avant la contradiction, s'il fallait concevoir la division dans l'hostilité comme une manière de ne pas faire l'unanimité. Quand Bensoussan écrit que l'hostilité divise, par exemple, les ennemis, est-ce sur le plan moral ou idéologique qu'elle départage les avis, intérêts, intentions, orientations de pensée, valeurs ancrées, montrant où se logent distinctement les parties adverses? Est-ce parler d'un climat qui fait violence aux uns mais pas aux autres, qui satisfait une partie d'une communauté tandis qu'il contrarie l'autre? Et ce serait dans ce déséquilibre que le tout politique se segmenterait. Mais le sentiment hostile est surtout une hostilité vécue de l'intérieur, c'est du moins ce que je retiens du sentiment en tant qu'état affectif, une hostilité intime, une hostilité que l'on porte en soi, pas forcément visible par d'autres et qui n'impacte pas forcément sur d'autres, qui d'une part nous fait violence à nous, mais d'autre part peut aussi nous procurer une satisfaction, parfois même une puissance. C'est cette division intérieure qui est souvent la grande énigme. L'hostilité qui nous fait éprouver des extrêmes, la colère me rend puissante et me détruit en même temps. Une certaine forme d'angoisse aussi chez Colnaille, lorsque, dit-il, j'ai peur de moi-même, concrétise la scission du moi. Il précise que ce n'est pas une division entre un moi idéal et un moi concret, mais bien un clivage du moi concret et actif lui-même, où cette partie de la volonté qui est ancrée dans la conservation du moi ou de ses intérêts moraux est menacée par l'autre partie, celle qui sert, disons, les passions primitives.
l'impossible cohérence dans la tension entre deux forces. Alors, du côté des théories narratives, la cohérence, je parlais de l'impossible cohérence, la cohérence selon toi a été une condition nécessaire à la composition des récits. Le récit a la propriété classique d'être unifié en regard de principes de motivation esthétique et compositionnelle. Pour qu'un récit fonctionne, il a le devoir d'une cohérence interne. Mais s'il cherchait à expérimenter le sentiment hostile, ne se devrait-il pas d'être divisé? Ne se devrait-il pas de ne pas fonctionner, de dysfonctionner? Dans un précédent projet de recherche-création sur les excès de fiction, je me suis concentrée sur la théorisation de certains dysfonctionnements narratifs qui représentent des entraves à la cohérence narrative, la distorsion, la déviation et la disjonction narrative. Pensé comme une ligne, le récit, dans chacun des cas, se segmente et subit une forme ou une autre de rupture, de déplacement. Ces dysfonctionnements donnent lieu à des textes narratifs décalés, non unifiés, qui posent des défis sur le plan de la signification. Comment coller les morceaux ensemble pour faire sens narrativement? Faire sens est pourtant l'un des impératifs théoriques du récit littéraire. Ces textes dysfonctionnels y dérogent, l'écartèlement ne s'y règle pas, il n'y a pas de résolution, il règne la confusion, l'indétermination, entraînant une réelle lecture divisante. De fait, pour arriver à satisfaction sur le plan de la signification, souvent ces textes incitent à une lecture associative qui fait de la forme textuelle une manifestation de la division du sujet ou du sentiment divisé. Distorsion, déviation et disjonction sont tout autant de ressorts susceptibles de manifester l'hostilité qui divise l'être. La nouvelle Contradiction de Sébastien Brobel, dans son recueil La baie vitrée, publié en 2013, est un exemple parlant de cette division formelle. Elle fait 3 pages et une rupture s'opère exactement au milieu. On bascule dans un nouveau registre de la narration, tout en restant étrangement dans la même scène. Le texte commence par une réplique. « Je ne sais pas qui tu es », qu'on attribue au narrateur à l'adresse d'une femme. C'est la seule phrase qui est officiellement énoncée si on accorde attention au tiret de dialogue. Le reste est monologue intérieur. Cette phrase laisse présager la fiction de l'autre qui s'ensuit. Et d'ailleurs, je cite donc la phrase qui suit, « Je n'aurai pas la sotte prétention de chercher à te connaître, je suis irrésistiblement attiré par toi, et cela suffit à me rendre heureux. À l'instant où j'ai été vu pendu au bras d'un autre, je me suis senti veuf et stupide et j'ai cessé de m'estimer. » Investi affectivement, jusqu'à quel point ne la connaît-il pas? La fréquente-t-il ou est-elle une inconnue? Dans le monologue intérieur, il s'exprime au-dessus. S'il ne la connaît pas, l'incongruité de cette adresse force la vigilance. La progression du texte est étonnante. Suivant les attributs de la femme, d'abord généraux puis de plus en plus spécifiques, il y a comme une montée, un approfondissement dans la nature de la relation. Si au départ le narrateur semble la contempler de loin, après il parle de sa nudité, puis des enfants qu'il partage. Des marqueurs temporels comme « j'ai parfois honte de te regarder » sous-entendent que la relation existe dans la durée et la fréquence, puis qu'elle est étroite. La femme se donne le droit de repousser l'homme qui éprouve le rejet. « Je ne supporte pas d'être dans une autre pièce que toi, et lorsque tu t'enfermes dans le mutisme, les battements de mon cœur se dérèglent. » L'homme admire la femme, se déprécie devant ses qualités, elle l'impressionne et il semble vouloir la protéger, quitte à lui céder toute la place à son propre détriment. Les sentiments négatifs qui circulent sont de l'ordre de l'autodépréciation, la haine de soi, poussant le narrateur à l'abnégation et à l'amplification de ses propres insuffisances. Le premier segment culmine en une forme de résignation. On sent que les deux partagent leur vie. Elle est plus secrète et elle oppose une résistance à l'homme. Néanmoins, il accepte le caractère fuyant de la femme, jusqu'à une telle reconnaissance de l'avoir dans sa vie qu'il en vient à ne plus y croire, à ne plus savoir si elle existe vraiment. Une boucle se referme donc sur le statut de cette femme. Le « je ne sais pas qui tu es » veut peut-être aussi dire « je ne sais pas si tu es », si tu existes vraiment, si tu es vraiment quelqu'un pour moi, comme si elle pouvait n'être qu'une impression de son esprit, le fantasme d'une relation poussée à son extrême élucubration. La distorsion semble de nature perceptive. A priori, on serait tenté de dire que l'homme vit dans l'illusion. On pourrait pointer la paralepsie genetienne, car le narrateur qui s'exprime avec un vocabulaire excessif et des tournures de phrases grandiloquentes excède l'autre,
en lui attribuant une histoire qui ne concorde pas avec sa réalité. Il en dit plus que ce qu'il devrait au sujet de la femme, il surinvestit des signes, les surinterprète et les transforme. Ce qu'il nous faudrait pour comprendre la scène et la relation, c'est, en contrepartie, la perspective féminine. Or, la contradiction du titre ne correspond pas à un changement de narrateur, mais à un renversement affectif. On reconnaît le même ton, le style boursouflé, la dureté des mots. Or, se manifeste désormais une haine de l'autre, et non plus une haine de soi. Un mépris tourné vers la femme qui n'a plus rien de l'admiration et qui culmine dans un désir de destruction. Le narrateur s'élève, se vante, crée un portrait de lui-même en maître absolu. Je suis l'exactitude même, ma science et mon pouvoir sont sans limite. Il admet son narcissisme et la violence parfaite qu'il exerce. Ta solitude m'exaspère et ta sentimentalité me navre. Lorsque tu pleures, j'ai envie de te frapper. Si dans le premier segment, le corps de la femme représente un secret, dans le second, l'homme prétend posséder une connaissance totale de ce corps qui lui permet de maîtriser ce corps-objet, de le manipuler, jusqu'à lui couper les cheveux. D'un côté, elle est décrite comme imprévisible et splendide, de l'autre, peu inventive, commune et désespérément prévisible. Là où le désir de protection de la femme appelait l'homme à s'assujettir, se manifeste désormais une prise de contrôle. Il surveille, scrute, juge, rabaisse, rejette. Un jour je te quitterai et je ne m'en rendrai même pas compte. Ces versions sont l'inverse l'une de l'autre en termes de perversité, incompatibles à vrai dire. Et pourtant, ils semblent progresser en parallèle, car le deuxième segment commence avec « aussi ». Mais sache aussi que je vois clair dans ton petit jeu. La disjonction au centre implique un éclatement de la logique narrative, une déconnexion, une infraction des modalités du récit qui génère un dérèglement dans la causalité et la temporalité. À la fin de la nouvelle, ils n'ont jamais eu d'enfant. Un retour à la question de départ est encore proposé puisque l'homme doute à nouveau de l'existence de la femme. Une allusion au train où il croise son regard chaque jour ouvre une dimension spatio-temporelle qui était jusque-là manquante. Cette allusion ébranle l'hypothèse d'une relation étroite. Elle donne à penser que la femme est une inconnue rencontrée dans le train, présence si fascinante et insoutenable pour l'homme que s'il se prêtait au jeu d'imaginer une vie avec elle, elle ne pourrait que le pousser à la haine totale et horrifiante. C'est bien sûr mon interprétation devant cette lecture qui divise. Ainsi, peut-être les deux personnages ne sont que des unions en potentiel, empirées par deux expériences de pensée contradictoires. Ou alors elles sont ensemble la matérialisation complexe, dans son inconstance et ses jeux pervers de renversement de pouvoir, d'une relation absolument toxique. Et je veux maintenant m'intéresser à la tension entre soumission et résistance avec un roman que peut-être peu de gens connaissent, La Kallocaïn, traduit du suédois. Un roman dystopique de Karin Boye, publié à l'origine en 1940, qui précède en cela le fameux 1984 de George Orwell, publié en 1949, avec lequel il entretiendra beaucoup d'affinités, et on comprendra pourquoi je parle dans mon titre de « climat de contrôle ». Je veux m'intéresser à cette tension, donc, parce qu'elle m'apparaît en soi hostile. Je n'arrive pas à nommer le sentiment, ce n'est pas l'angoisse, pas la haine, pas la colère, comme un sentiment de déchirement insoutenable, que j'ai finalement traduit faute de mieux dans mon titre par la violence de l'impossible insoumission. Et c'est sans doute un peu la peur. Dans la préface de la traduction rédigée par Christian Torel, on apprend que, née en 1900, Karin Boye est particulièrement intéressée par la psychanalyse freudienne et qu'elle laisse inachevé, en se donnant la mort en 1941, donc une année après l'apparition de ce livre, un ensemble de poèmes qui font ressortir le problème du bien et du mal à travers son expérience psychanalytique. La Kallocaïn est quant à elle une fiction-essai qui s'accompagne d'une terreur de la fiction, quand la fiction extrapole le pire de la réalité, et devant l'avènement d'Hitler en Europe, s'accompagne d'un scepticisme quant à l'avenir des sociétés modernes. La sainte dénonciation du roman est dévoilée dès ses premières lignes. Le narrateur Léo Kahl, qui est par ailleurs chimiste, écrit son histoire alors qu'il est prisonnier depuis plus de 20 ans. Il fait part d'une certaine insouciance qui l'habite désormais, un calme et un sentiment de liberté qui lui permettent de coucher sur papier l'expérience des années vécues dans la ville de chimiste numéro 4 sous le régime de surveillance de l'État mondial.
Maintenant en prison, il n'y a plus de subordonnés ou de chefs, outre les gardiens, qui se contentent de faire suivre les règlements. Rapidement, le récit de Léo Calle nous amène dans le passé, à l'époque où, constamment sous le regard policier, il partageait sa vie avec sa femme Linda et ses 3 enfants soumis aux horaires stricts des camps de la jeunesse et des services militaires, et œuvrait en laboratoire à la mise au point de la calocaïne, un sérum de vérité capable non seulement d'extraire des sujets humains et leurs mensonges, mais aussi leurs pensées nuisibles au bon fonctionnement de l'État mondial. En l'occurrence, la plupart du temps, leur rêve de liberté. Ce qui intéresse dans cette dystopie, c'est la position idéologique et affective qui caractérise le personnage principal, d'une ambivalence subtile. Il ne s'agit pas du héros indigné par le système qui poursuit une quête émancipatrice le menant à la révolution. Nous avons plutôt affaire à un homme à la vue assez rigide qui entend rester fidèle à l'esprit de l'État mondial en cherchant à s'y tailler une place honorable. Par l'invention de la calocaïne, il attire petit à petit l'attention de son chef chimiste, Edo Rissen, puis du chef de la police, du ministère de la police, puis du 7e bureau, ministère de la propagande. Il acquiert alors une certaine influence, un prestige qui lui fait miroiter une quiétude, c'est-à-dire qui lui donne le sentiment de n'être pas parmi les cibles de la police, de n'être pas suspect, donc pas inquiété. Or, c'est un sentiment bien temporaire, assez fragile, quand on constate vers la fin du roman que Léo Calle lui-même, en bon subordonné de la police, susceptible ensuite de subir une même traîtrise, choisit de dénoncer son propre chef, Edo Rissen. De fait, Léo Calle a décelé, à force de le côtoyer lors de séances expérimentales sur les sujets humains, que ce dernier entretenait, malgré son grade, quelques rêves de liberté. Edo Rissen, homme plus inspiré que Léo Calle, se laisse plus facilement séduire par un groupe de sujets évoquant, sous l'effet de la calocaïne, un territoire éloigné, paradisiaque, inconnu de la plupart, qui échapperait à l'œil de l'État mondial. Là où Léo Calle est offusqué par les discours fanatiques et cherche à les punir, son chef, Edo Rissen, se montre sincèrement curieux d'en apprendre davantage. Léo Calle s'organisera enfin pour que son chef, Rissen, soit lui-même soumis à l'exercice de la calocaïne. À peine compromettant, le discours de Rissen sonnera néanmoins sa fin et sera exécuté. Il faut bien comprendre que la calocaïne est un produit injecté au sujet qui les amène à répondre aux questions en toute honnêteté et à confier le fond de leurs pensées. Il n'est donc plus indiqué dans cet état policier de laisser monter en soi le moindre doute, de caresser le moindre espoir. Il n'est plus approprié de laisser s'immiscer un tout petit écart entre soi et l'État mondial. Et si cela devait arriver, surtout ne rien laisser transparaître, de façon à n'être pas vu, malgré qu'on soit vu en tout temps via des caméras dans tous les coins, n'être pas vu particulièrement, n'être pas distinctif, surtout se fondre dans la masse obéissante. L'ambivalence subtile chez Léo Calle est néanmoins là partout dans son récit, malgré une rhétorique de convenance. S'y joue la tension entre soumission et résistance qui fait que d'une part, comme l'expliquait Colnaille, le sujet clivé est mu par une volonté de conservation du moi. Il est dans l'intérêt moral du personnage de se plier aux impératifs de l'État, seule attitude assurant sa survie. Mais d'autre part, il est mu par ses passions primitives, c'est-à-dire ici une soif de liberté, d'authenticité, de libre arbitre et d'instinct ordinaire, voire d'amour, non assujetti aux lois de l'État. Ce qui fait qu'il éprouve comme une violence son impossible insoumission. Il nous apparaît certes logique que l'étroite rigidité de Léo Calle soit attribuable à l'annihilation de ses opinions et réactions personnelles par le système, les services militaires. Mais aussi possible qu'elle soit due à l'observation stratégique d'un idéal d'invisibilité, c'est-à-dire passer inaperçu, qui implique, pour ne prendre aucun risque, de penser comme il faut penser, surtout montrer que l'on pense exactement comme il faut, de sorte qu'on ne soit pas pris en défaut, puis se mettre effectivement à penser ainsi sans plus forcer, avoir intégré cette idéologie. Le désir d'ingouvernabilité, cependant, surgit par moments. Il faut alors tout un arsenal pour l'étouffer, le dompter.
Au début du récit, par exemple, Léocal raconte un épisode marquant lors duquel il a enfreint une règle élémentaire, comme poussé à la défense d'une émotion, et dû s'excuser publiquement ensuite à la radio sur ordre du ministère de la Propagande. Lors d'une fête au camp de la jeunesse où l'on célébrait l'exil définitif de jeunes filles ayant reçu un ordre d'affectation dans une autre ville afin de rétablir le pourcentage entre les sexes, Léocal est témoin de l'affliction d'une mère qui verra partir sa fille. Il constate qu'il éprouve des regrets semblables, secrètement gardés, à l'idée que son fils Ossu, bientôt, sera exilé dans une autre ville. C'est une émotion qu'il entend dominer puisque les enfants appartiennent à l'État. Mais à ses yeux, la souffrance de la mère est le signe d'un grand sacrifice. Je cite, « Ne pourrait-on honorer d'une façon particulière les camarades qui sacrifient leurs sentiments à l'État? Puisque la gloire suffit à consoler le guerrier mutilé, comment ne réconforterait-elle pas aussi le camarade qui se sent mutilé intérieurement? » Contraint ce soir-là au service militaire, il a la responsabilité de tenir un discours officiel. Il travestit sa conclusion dans un acte irréfléchi, signalant devant tous que l'héroïsme n'est pas moindre lorsqu'il s'accompagne de souffrance, qu'au contraire, le chagrin refoulé est digne de notre admiration. La foule applaudit. Pourtant, 2 auditeurs sur 1000 peut-être, je cite, s'abstenaient d'applaudir. Mais en pareil cas, ces 2-là comptent plus que les autres. S'ils vous dénoncent, aucun des 1000 ne lèvera le doigt pour vous défendre. Un autre épisode plus tard dans le roman m'interpelle. Il survient au bout des longues démarches de Léocal pour atteindre le 7e bureau et faire instaurer une loi contre les pensées hostiles à l'État, désormais détectable grâce à sa calocaïne. Ivre de puissance, il vole quelques gouttes de calocaïne au labo pour les injecter à la maison à son épouse Linda, avec qui il entretient des rapports rendus très difficiles, platoniques, voire antagonistes. Je précise que depuis longtemps, Léocal alimente la crainte d'une relation amoureuse entre Linda et son chef chimiste Ricen, que l'on sait, disons, plus libéré et plus inspirant. C'est d'ailleurs en partie cette rivalité jalouse qui poussera le narrateur à dénoncer Ricen, même s'il invoque une aversion qui tient à une cause plus profonde. J'aimerais croire à l'art de Ricen de n'être pas tellement gouverné, pour reprendre une expression que j'aime bien de Michel Foucault. Dans sa chambre ce soir-là, Léocal pose des coussins devant les caméras, ligote son épouse et augmente le volume de la radio pour que la police n'entende pas son interrogatoire illicite. Linda est alors soumise à la médecine de son mari et obligée de parler. Or, ses secrets n'ont rien à voir avec Ricen, pour qui elle n'a aucun intérêt. « Tu veux savoir quelque chose ?» oppose-t-elle. « Je désirais moi-même te parler. À quoi bon m'y forcer? Peut-être faut-il une atmosphère d'affection, de douceur, de bien-être moral. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais te tuer. Je l'aurais fait si j'avais été sûre de ne pas être découverte. Tout vaut mieux que l'état actuel. Je te déteste parce que tu es incapable de m'en sortir. C'est terrible, je n'ai jamais pu te parler des enfants, te dire combien j'ai souffert du départ dessus. Je rêve souvent de redevenir jeune fille et de souffrir d'un amour malheureux. On n'a plus de but, on n'a plus rien à espérer, il ne reste que la solitude. C'est justement parce qu'il n'y a jamais eu que toi dans ma vie et qu'il n'y aura jamais que toi que je voudrais te tuer. Les secrets de Linda sont le signe d'un réel déchirement causé par les conditions de contrôle, qui rejoint de manière insoupçonnée le déchirement refoulé de Léocal, l'amenant à baisser sa garde par véritable réciprocité. Tout ce qu'elle avait dit semblait sortir de moi-même. J'étais ouvert jusqu'au fond du fait qu'elle m'avait servi de miroir. Après cela, le narrateur n'arrive plus à trouver juste sa dénonciation de Ricen, pris par un écœurement du pouvoir et un abattement devant l'échec, franchement divisé. Pour la première fois de ma vie, je pressentais ce qu'était le pouvoir. Je l'avais entre les mains comme une arme, et pourtant, j'étais désespérée. Sous la gouverne du sentiment hostile, Léocal comme son épouse subissent un écartèlement. Ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Ils vivent quelque chose comme une disjonction selon laquelle 2 parties de soi n'arrivent pas à se connecter. Dans une certaine mesure, le sentiment hostile met en confrontation, comme on dit, se battre contre soi-même, 2 forces ennemies constamment menacées l'une par l'autre. Comment fait-on pour sortir de cette tension?
C'est la question que je me pose enfin. Peut-on dépasser le sentiment hostile qui consiste en un déchirement? Peut-on trouver comment réunifier les parties de soi? Ou faut-il absolument anéantir l'une des deux? Mon intuition est que seule une hostilité venue de l'extérieur qui représente une menace à la menace même que l'on représente intimement pour soi-même peut contribuer à nous réunifier. Socialement, on voit souvent des communautés divisées se ressouder temporairement pour affronter l'ennemi. Des milieux victimes de conflits internes se solidariser pour une cause commune. Des personnes reprendre de l'assurance et s'indigner devant l'insulte à leur valeur, à leur identité, quand bien même celles-ci sont depuis longtemps des blessures qu'elles portent. Dans la calocaïne, si Léocal atteint une insouciance, un apaisement et quitte le sentiment hostile en prison, ce n'est pas sous le règne de l'État mondial dans lequel il aura vécu déchiré du début à la fin, mais bien parce qu'au terme, une menace plus grande survient et annihile toute lutte interne, la conquête de l'État mondial par l'État voisin. Au moment de l'amener, l'ennemi lui offre « Voulez-vous racheter votre vie? Nous donner votre invention. » Je me suis souvent demandé pourquoi j'ai répondu oui. Ce n'était pas par peur, j'avais eu peur presque toute ma vie, j'avais été lâche. Mais à ce moment précis, je n'avais plus peur. Merci.